Alors, je vous remercie à tous d'être présents sur ce live et à mes très chers invités que je vais présenter dans un instant. Je vais profiter des dernières minutes. Bon, déjà, c'est assez bien que des gens aient pris du temps pour s'inscrire et du coup nous rejoindre. Je vais clôturer du coup cette introduction en vous présentant Chili, notre programme de formation et vous parler du webinaire. Voilà. D'ici 5 minutes, on va rentrer dans le débat et on va être chaud là-dessus. Moi, j'ai hâte d'en savoir un peu plus là-dessus. Voilà, nous, on est prêts là, ça fait 10 minutes qu'on attend que la caméra s'allume, donc ça va partir top départ. Donc moi, je suis Charlotte, la cofondatrice de Chili, l'école des marques. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que Chili? C'est une école qu'on a fondée en 2022 et qui a pour but d'aider à développer les marques sur leur sphère business et les aider à passer des stades de développement. Donc, ça peut être des marques de tout univers et de tout niveau. L'idée, c'est que vous soyez en train de lancer votre projet, vous soyez à une étape de développement retail ou vous passiez au stade de la levée de fonds, Chili soit là pour vous accompagner grâce à des programmes de formation spécifiques et dédiés par rapport à des problématiques qu'on a identifiées auprès des marques aujourd'hui dans notre réseau pour vous développer à ce niveau-là. Donc, nous, on est là justement pour vous accompagner désormais sur toutes ces problématiques. Il fallait une école pour les marques et une école aussi par les marques. Donc, c'est effectivement en ayant côtoyé des centaines de marques sur leur développement qu'on a pu constituer des programmes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Vincent Villers, notre tout premier formateur de notre première formation dédiée au wholesale qui nous sert justement de lancement. Et du coup, dont on va parler aujourd'hui. Qu'on lance grâce à ce webinaire aussi. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. Ce webinaire a pour but de vous donner de l'information, de l'actualité sur les mutations du secteur du wholesale aujourd'hui, la digitalisation notamment des salons, l'émergence des plateformes et aussi comment se lancer quand on est une jeune marque sur ce secteur. Donc, on va vous donner plein d'informations là-dessus. Et avec Vincent, on pourra continuer la conversation par la suite, exactement, vous répondre à vos questions. N'hésitez pas à la fin du live à les poser sur le chat. Donc, désormais, vous avez un chat de disponible, notamment, où vous pouvez nous poser des questions. Si les questions sont en lien avec le débat, j'essaierai de les poser pendant le live. Sinon, on se gardera un temps à la fin, 10, 15, 20 minutes en fonction pour répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat, il est fait pour ça. Et c'est le but d'un live, l'interactivité et de pouvoir vous répondre. Donc, aujourd'hui, pour ce tout premier webinaire, je suis accompagnée de Vincent, expert wholesale, qui est notre formateur sur la formation, mais aussi deux acteurs incontournables qu'on retrouve dans l'univers de la distribution, donc les salons et les plateformes, donc avec Lily. Lily Cadel, représentante de Encore Store. Encore Store, la plateforme de marque en pleine expansion avec 200 000 détaillants, 15 000 marques. On a passé la barre des 20 000 marques là. Eh bien, dis donc, voilà. Donc, on fait des anniversaires aussi. Donc, 20 000 marques, 200 000 détaillants, 23 pays, c'est ça 27 pays. 27, oh là là, mais j'ai eu des informations il y a 3 semaines. Voilà, ça se développe vraiment très, très vite alors. Hein. Okay. Donc, du coup, ravi d'avoir parmi nous pour parler justement des plateformes. Et Frédéric, notre hôte, à la caserne, parce que le webinaire se passe du coup depuis les bureaux du Who's Next à la caserne à Paris, l'incubateur de la mode responsable. Frédéric Moss, directeur général du groupe Who's Next Développement, c'est ça, avec les salons WSN Développement, donc Who's Next, Impact, Première Classe et plein d'autres, c'est ce que j'ai compris. Donc, une sacrée expérience dans l'univers des salons et du coup, tu nous parleras notamment de ce qui s'est passé ces derniers temps et de comment vous avez réagi à la crise et la raison pour laquelle les marques devraient s'y intéresser et que les salons sont loin d'avoir disparu du secteur, hein, donc ça reste des éléments centraux à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, deux acteurs incontournables. On parlera justement, on rentrera plus dans le détail avec chacun d'entre vous pour vous nous présenter un petit peu plus les différentes plateformes. Mais on va commencer déjà avec Vincent. Donc, on parlait justement de ces deux acteurs. Toi, qu'est-ce que tu en dis
le fait d'avoir les salons, les plateformes. Quel est ton avis un petit peu là-dessus Déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Merci Frédéric et Louis. C'est un plaisir de vous avoir, on est vraiment ravis. Vous êtes des piliers dans le secteur de la mode. Moi, je suis agent commercial, je travaille avec beaucoup de marques, avec beaucoup de jeunes créateurs notamment, et les salons, donc les parties physiques, mais les parties digitales qui sont aujourd'hui hyper importantes, sont vraiment complémentaires, et donc on est ravis de pouvoir discuter avec vous de comment ça se passe chez vous, de comment vous développez les choses, de comment vous aidez la jeune création aussi. Moi, je trouve ça essentiel, c'est vraiment un écosystème, et ça, c'est important pour une jeune marque de savoir que la mode, c'est un écosystème. Ce type de plateforme, que ce soit physique comme digital, c'est aussi des écosystèmes et c'est des lieux de rencontre. Peut-être pour un physique, ça va être plus un lieu à un instant T. Et puis après, les plateformes vont permettre la fidélisation du distributeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi là pour faire du business et que quand moi, en tant qu'agent, j'accompagne une marque sur un événement ou sur une plateforme comme les vôtres, l'objectif, c'est qu'on fasse du chiffre et que la marque puisse grossir à vos côtés. Et je pense que c'est vos objectifs aussi. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir travailler avec vous sur ce webinaire. Merci. Parfait. Du coup, Frédéric, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui, notamment sur les salons que tu représentes et la place qu'ils ont, selon toi, sur le secteur? Bien sûr, déjà bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir à la caserne. C'est tout nouveau pour nous aussi parce qu'on a déménagé il y a quelques mois maintenant, à peine 2 mois. Bienvenue à vous tous, je suis ravi de participer à cet échange parce que c'est important. On a un public, je pense, de jeunes marques qui se posent plein de questions, avec une période qui a été à la fois compliquée, mais qui a forcé à accélérer aussi, qui a forcé les gens à se transformer, à innover. Je parle, moi, autant des marques que des distributeurs, parce que c'est finalement cet écosystème qu'on regroupe sur nos événements et ce qu'on fait, pour parler un tout petit peu de WSN, depuis plus de 35 ans. Donc, il y a évidemment Who's Next, que tout le monde connaît, Première Classe, qui est un salon qui a lieu pendant les Fashion Week, qui a un positionnement bien différent de Who's Next, et à côté de ça, Impact, qu'on a lancé en 2019, qui est dédié à la transition environnementale, à l'accélération de ce mouvement dans les industries créatives, qui a lieu en même temps que Who's Next à chaque édition, et d'autres salons qui sont venus se joindre à nous, comme Bijorka, qui est un salon qui a 75 ans et qui est dédié à la création bijoux, horlogerie, mais qui est aussi un des piliers de cette filière-là. Et après, des partenariats divers et variés qu'on peut faire avec d'autres organisateurs, des plateformes et autres, en tout cas, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux qui font progresser le business, qui aident des tas de marques que vous connaissez tous aujourd'hui à émerger, parce que la plupart des marques qu'on voit tous aujourd'hui et qui sont peut-être la cible ou le chemin que veulent suivre tous ces jeunes créateurs, elles ont débuté chez nous sur des tout petits stands, souvent avec le créateur en face qui est là pour parler de sa marque, la présenter, la faire découvrir, et qui ont aujourd'hui connu des success stories. Donc nous, on fait ce métier depuis 35 ans et on est ravis de le faire et on se réinvente à chaque fois pour essayer d'apporter ce souffle à ces jeunes créateurs qui sont vraiment un mantra chez WSN parce que toutes nos actions sont orientées vers cette jeune création. Évidemment, on a des plus grosses structures qui viennent, qui ont un business qui roule et qui est déjà établi, mais on a, nous, et vous le savez si vous fréquentez nos événements, un accent fort sur la jeune création, mais on aura à développer, je pense, par la suite, et notamment sur ce qu'on a mis en place au moment du Covid, avec diverses actions qui nous ont aidés, nous aussi, à nous transformer, parce que c'est important de se transformer. Je veux dire, les marques se transforment, la distribution se transforme. Et les salons et les événements sont amenés à se transformer et on pourra développer, je pense, tout ça. Oui, totalement, sur une partie un petit peu Covid. Et du coup, selon toi, aujourd'hui, pour une marque, ça reste indispensable de participer à des salons? C'est ce que je dis. Évidemment, on a, nous, dans nos métiers, quelque chose de très qui touche beaucoup à l'émotion. On est des acteurs de mode, on a un créateur de mode, il vit des émotions dans ses créations, et on est des métiers qui ne peuvent pas être digitalisés totalement. Et ça, je le dis particulièrement pour les jeunes marques et pour les distributeurs. Les distributeurs, c'est des gens qui sont qui prônent la relation physique avec leurs clients. Nous, on fait un produit, ça se voit, ça se touche, ça se découvre. Une collection, ça se ressent. Et évidemment, c'est un passage obligé. Après, il faut, je pense qu'on va en parler, mais il y a aussi des stades de maturité qui sont importants. Quand on est trop jeune, il ne faut pas forcément se dire je vais dans un salon.
ou alors dans un dispositif spécial comme ce qu'on a mis en place. Et puis, il y a un moment donné où les marques, elles ont aussi besoin de travailler leur distribution avec un retail beaucoup plus intégré. Et ça aussi, donc il y a toute une séquence en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que il y a différents stades de maturité, et je suis persuadé que vous allez les accompagner en leur expliquant tout ça. Et il faut utiliser le bon produit au bon moment, mais ça s'appelle juste du bon sens en fait. Et utiliser le salon quand il est nécessaire, les plateformes diverses et variées quand elles sont nécessaires, et on le verra même dans les plateformes, il y a des plateformes qui sont peut-être plus pour une certaine typologie de besoins à un instant T, et puis après d'autres plateformes qui sont pour d'autres besoins. Mais on a cette chance, et moi je reviendrai parce que c'est un mot que j'utilise maintenant tout le temps, c'est de faire ce que le B2C a compris depuis en fait beaucoup plus de temps que le B2B, ça s'appelle l'omnicanalité. À l'époque, il y avait toujours le digital et le physique qui s'opposaient. Combien de fois on a entendu que l'un allait remplacer l'autre, que l'un allait manger l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait un jour un mec, c'était pas moi, mais qui a inventé le terme digital et le terme omnicanal. Et tout le monde maintenant, dans nos usages de consommateurs, on commence le parcours sur le web, on termine en boutique, dans un showroom, puis on repasse. C'est un peu appliqué ce qui marche très bien dans le B2C au B2B, et c'est nous ce qu'on a la volonté de faire chez WSN, avec CXMP, dont je parlerai brièvement plus tard, mais globalement dans nos événements, on anime des communautés depuis 35 ans, on anime, on fait se rencontrer les gens, ce qui est aujourd'hui, tout le monde anime sa communauté, c'est ce qu'on est en train de faire d'une manière digitale. Je dirais que c'est relativement simple. Après, animer une communauté et la faire se retrouver à un endroit T, c'est très engageant, mais c'est aussi ce qui procure beaucoup d'expérience et d'émotion, et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de plaisir à faire notre travail, et qu'on a d'ailleurs, même pendant la crise, mais je le développerai ensuite, continué à organiser des événements coûte que coûte, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une reprise qui est forte et qui est intéressante, et c'est ça qui fait le sel de nos métiers. Voilà ce qu'on va échanger, parce qu'un salon, c'est pas juste de la vente. Évidemment, ce qui est important, c'est de savoir à la fin du salon combien de nouveaux clients on a fait, combien de commandes on a fait. Mais derrière, c'est aussi l'échange que vous allez pouvoir avoir au détour d'une allée, dans des moments festifs. Et on sait que chez nous, ils sont plutôt mis en valeur. Vincent le sait. Mais c'est aussi ces moments-là où on peut échanger avec ses pairs, où on peut discuter, où on peut se rendre compte des tendances. Parce que venir à un salon, c'est aussi comprendre ce qui va se passer dans la mode, dans les mois qui suivent et dans les années qui viennent. Et ça, c'est une valeur qui est extrêmement importante, et c'est ce que nous, on défend à chaque fois, avec des thématiques fortes, avec des interventions fortes, des partenariats forts. Et c'est un peu notre métier, de manière très condensée, mais c'est ce qu'on fait. Et après, c'est voir comment on peut utiliser au mieux les deux mondes, parce que le digital, c'est un outil formidable pour continuer, en fait, la relation. C'est un outil qui est accessible, qui est fluide. En revanche, il vient, pour moi, s'articuler autour du moment physique. C'est un peu notre volonté. Ça nous fait une belle transition, justement. Merci Frédéric pour ça. Très bon orateur. Je peux rajouter un petit mot. Rajoute un petit mot et un complément pour les jeunes marques. C'est vrai que c'est des lieux essentiels, et je veux mettre l'accent sur le fait que ce soit du partage et de la rencontre, parce que quand on est une jeune marque, quand on est un jeune entrepreneur, on est souvent très seul avec son propre business. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et qu'en fait, c'est vrai que de pouvoir échanger entre jeunes marques sur où est-ce que je me suis planté, où est-ce que là j'ai cartonné, comment j'ai pu faire, comment j'ai trouvé des solutions. C'est vraiment essentiel de se créer son propre écosystème avec d'autres acteurs. Donc je voulais juste rajouter ça, parce que c'est clair que c'est hyper important. Tu as entièrement raison, et c'est vrai, nous on a beaucoup de jeunes marques et on les voit se développer et autres, et il y a énormément de collaborations qui se créent au moment où dans un salon, vous êtes 4 jours, vous êtes dans un microcosme, en fait, vous vivez 4 jours ensemble, c'est une force émotionnelle assez intense, et ça crée des liens qui sont extrêmement forts. Et on est tas de jeunes marques et de jeunes créateurs qui se sont rencontrés finalement sur un Who's-Next ou sur un première classe, et qui ont fait des tas de choses ensemble par la suite, et effectivement qui se sont échangés des tips, des conseils avisés sur peut-être des degrés, des stades de maturité différents, et ils s'entraident. Et ça, c'est ce que nous ce qu'on constate à chaque fois, c'est qu'on crée du lien, en fait, on crée du lien qui de toute façon, on sait, c'est dans le métier, c'est grâce à ça qu'on progresse. Et merci beaucoup, Vincent. Sur le nom. Et du coup, donc, en parallèle de cette partie notamment du salon, donc, on parle aussi d'autres leviers, donc avec l'émergence depuis un peu plus de 10 ans maintenant des plateformes et marketplaces B2B dédiées aux marques. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Toi, Lily, qui a une belle expérience là-dessus, donc tu as travaillé chez Jour pendant 6 ans. Mes chiffres sont toujours à jour. Donc 6 ans chez Jour.
Tu as rejoint les premiers rangs de Encore Store il y a 2 ans maintenant. Encore Store qui est devenu une licorne entre-temps. C'est très intéressant de travailler dans cet environnement-là. Donc toi qui as cette connaissance un petit peu multisecteur et au niveau des plateformes, est-ce que tu pourrais, un peu comme l'a fait Frédéric, nous expliquer ce que sont un peu les plateformes aujourd'hui et plus précisément après nous parler d'Encore Store avec peut-être justement ses particularités. Bon. Comme tu le dis, effectivement, les plateformes sont apparues il y a à peu près 10 ans maintenant. Historiquement, vous aviez des acteurs, des ERP pour gérer justement la production, les commandes, etc. Et les plateformes sont apparues il y a 10 ans, vraiment, je pense, avec cette mentalité de se dire comment effectivement on peut accompagner les salons en support des salons. Donc, je pense que les premières plateformes qui ont été créées, c'est vraiment dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on peut créer des outils plus simples pour gérer la prise de commande. On était sur du papier parfois même, ou Excel, le bon de commande, notamment sur les salons. Et du coup, on a tous vécu le bon de commande. Si on travaille ici, le bon de commande papier. Il existe encore. Il existe encore, ouais. Ils servent toujours quand il n'y a pas Internet. Nous, on a toujours une réserve, au cas où. On sait jamais. Le meilleur moment du salon, c'est quand quelqu'un dit j'ai besoin de bon de commande. Oui, c'est ça. Du coup, il y a plus courant et du coup, on passe au papier. Donc oui, ça, on est tous passés par là. Je pense que les premières plateformes l'avaient compris. Et vraiment, de toute façon, avant de parler des plateformes, j'insiste sur le fait que les plateformes, de toute façon, sont aussi en support de ce côté humain et on ne pourra jamais remplacer ce contact humain. Donc je pense que voilà, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut créer un outil pour aider à simplifier tout ça. Et puis progressivement, elles se sont déplacées pour avoir différentes fonctions et notamment devenir un vrai système de gestion. Donc comment est-ce qu'on peut centraliser la facturation, comment est-ce qu'on peut avoir tous ces clients au même endroit, comment est-ce que je peux avoir une boutique qui soit ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui au lieu d'envoyer mon catalogue à chaque fois à toutes les boutiques qui me demandent. Et donc, aujourd'hui, ça devient assez indispensable et surtout facile d'être sur des plateformes et elles répondent vraiment à ces problématiques-là. Donc, vous aider à gérer votre quotidien, vous aider à gagner en visibilité, vous aider à rencontrer des nouveaux acheteurs et voilà, donc à simplifier grandement votre quotidien. Et donc, pour distinguer un peu les différents types de plateformes, et après, évidemment, je parlerai d'Encore Store parce que je suis quand même là aussi pour parler d'Encore Store. Donc, vous avez différents types de plateformes. Donc, tu parlais de Jour, effectivement, j'ai travaillé chez Jour avant et je pense qu'on a un public aussi assez mode aujourd'hui. Donc, Jour était spécialisé sur des marques mode et segment luxe pour les aider à simplifier leur prise de commande. Donc c'est sectorisé par rapport à Jour. Alors, je parle pas pour Jour aujourd'hui, mais je sais qu'il s'ouvre à d'autres secteurs. Mais c'est vrai que l'entreprise s'était créée sur ce segment mode. D'accord, c'était à la naissance. Les plateformes sont parties un peu sur la mode de base, mais l'idée c'est quand même d'avoir un environnement un peu plus lifestyle et justement c'est peut-être aussi ce que fait Encore Store, c'est ça. Qui a un panel beaucoup plus diversifié à ce niveau-là. Voilà, exactement. En fait, les plateformes mode répondaient vraiment à cette problématique de made to order, donc comment aider les marques à plus simplifier leur production sur des délais qui finalement sont assez courts. Et Encore Store, on est vraiment venu répondre à une problématique qui est très très simple finalement, c'est de se dire toutes les marques et commerçants indépendants aujourd'hui n'ont pas les outils qu'il faut pour en fait faire face aux géants du e-commerce. Et on s'adresse du coup à des catégories qui sont beaucoup plus variées et pas seulement la mode. D'accord. Et du coup, sur Encore Store, vous touchez quel type de marque? Parce que là, du coup, par rapport à notre public aujourd'hui, donc on a forcément de la mode, parce que ça intéresse aussi par le de Goosnext, la caserne, etc. Mais nous, chez Chili, on est vraiment l'école des marques de manière générale. Et du coup, autant que ce soit de la décoration, de la bijouterie, de l'épicerie fine, etc. Est-ce que, du coup, toutes ces marques ont leur place sur une plateforme comme Encore Store, par exemple? Oui, alors nous, on répond à 5 catégories. On est présent sur 5 verticales. Donc, la mode, l'univers de l'enfant, tout ce qui est jouets, exactement. On a tout ce qui est épicerie. Donc on est très présent en épicerie. Le secteur de la maison, tout ce qui est communication J, et le secteur enfin de tout ce qui est accessoires. Donc accessoires, ça va être tout ce qui est mode, mais également jewelry. Et on s'ouvre également à la stationery, tout ce qui est papeterie. On va trouver une verticale spécifique là-dessus. Donc les marques sont réparties sur Encore Store vraiment sur ces 5 verticales-là. Et les commerçants aujourd'hui, donc il y a plus de 250 000 commerçants qui sont inscrits sur Encore Store, et ça va aller
du petit concept store qui va aller acheter des marques de différentes catégories, à un institut de beauté qui vend des produits de beauté directement à ses clientes, à une papeterie. Voilà, on a vraiment différentes typologies de magasins. Et voilà, Encore Store vient vraiment, en fait, avec un modèle assez unique, répondre à ces problématiques que les commerçants pourraient avoir pour sourcer des marques facilement. Aujourd'hui, si je suis une boutique qui me lance, je crée ma boutique, trouver des marques, c'est assez compliqué. Je vais sur des salons, c'est un vrai levier pour trouver des marques, mais si j'ai pas de salon qui se passe en ce moment, je dois aller scroller sur Instagram et ça prend vachement de temps. J'ai aussi une problématique de trésorerie. Donc, en fait, je suis un commerçant, je dois débourser pas mal d'argent pour tester des marques. Et donc, nous, on vient vraiment répondre à cette problématique-là. Oui, parce que du coup, de ce que j'ai compris, vous avez mis en place des facilités, vous répondez par simplicité en fait, aux problématiques que rencontrent d'un côté les détaillants, de l'autre côté les marques avec des minimums de commandes très très bas. Donc c'est aussi une opportunité pour des jeunes marques aussi d'aller sur Encore Store. À quel moment, on parlait du stade de développement avec Frédéric tout à l'heure, qui disait voilà, il faut quand même atteindre un stade. Je pense que si on n'a même pas fait peut-être un petit pop-up grand public, on n'a pas encore parlé tout court à sa cible, c'est compliqué d'aller voir des professionnels. Ça va être un peu la même chose peut-être sur Encore Store. Est-ce que, il y a un stade à partir duquel on dit on peut aller sur Encore Store, parce que j'imagine que vous avez à la fois petite et très grande aussi pour faire le scope. On s'adresse vraiment à différentes typologies de marques. Donc, on travaille avec des jeunes marques qui se lancent en B2B avec nous, des marques plus établies qui ont des réseaux de distribution B2B qui existent depuis de nombreuses années. Et à chaque niveau de maturité d'une marque, on les accompagne. Donc, par exemple, je suis une jeune marque qui se lance. Je vais utiliser Encore Store pour être un outil de gestion et gagner en visibilité. Je suis une marque qui a déjà un réseau un peu établi wholesale. Je vais utiliser Encore Store pour gérer ce réseau au lieu d'avoir à créer mon site B2B et d'avoir ces outils-là. Et peut-être m'ouvrir sur un pays à l'international. Et je suis une marque plus établie. Je vais vraiment utiliser Encore Store pour gérer ce qu'on appelle la long tail. Donc, tous les petits indépendants qui vont me prendre peut-être un peu plus de temps à gérer. Et je vais utiliser Encore Store pour être vraiment une vitrine et un outil pour gérer tout ça. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, nous, on a des critères effectivement de sélection pour rentrer sur Encore Store. On ne va pas travailler avec n'importe qui. On sélectionne à peu près 50% des marques qui postulent sur Encore Store. Les critères de sélection, ça va être une marque qui en fait a des images et des prix wholesale, qui sait faire un peu de wholesale. Donc je pense que c'est là Vincent où les accompagner effectivement avec Chili et la formation, c'est que c'est vrai que quand on est jeune, et je pense que tu es d'accord avec moi, on n'a pas forcément cette notion de marge, de coefficient de vente, etc. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette option, en fait, cette vision du commerce, parce qu'aujourd'hui, une marque va peut-être se lancer en DNVB, donc Digital Native Brand, et donc toucher son public final, donc le client comme vous et moi quand on achète des vêtements. Et puis, il va se dire, moi j'ai envie de vendre ma pièce à peut-être 150 €, je veux pas que ce soit trop cher. Et puis donc je vais appliquer une marge qui est peut-être de 2. Et puis finalement, après, quand je vais passer c'est un exemple de 2, mais finalement, quand je vais passer après à la distribution wholesale, donc vraiment complémentaire, je me rends compte que le distributeur, lui, il doit appliquer une marge à lui parce qu'il a aussi ses locaux à payer, son personnel, le merchandising à mettre en place, etc. Et donc, là, je me rends compte que moi, mon prix que je proposais à mes clients n'est pas du tout celui que la boutique, elle, va proposer. Donc, il y a un vrai décalage. Et donc, c'est en ça où nous, avec Chili, on va venir les accompagner pour que dans le positionnement de valeur perçue et de prix qui ne peuvent pas être complètement différents entre les canaux de distribution. Il y a une question d'uniformité, oui, effectivement, et ça, c'est simple de le dire, mais ça se travaille énormément en amont. En amont, et d'autant plus aujourd'hui, je pense. Parce que, comme tu dis, la marque qui a pris un coefficient de 2, donc en gros, de dire, c'est qu'elle vend le double de ses coûts. En réalité, c'est à peu près la marge que doit prendre un distributeur. Donc, si elle veut vendre en public, elle a encore deux ça. Donc, au minimum, si elle vend un sac à 100 €, son prix de production devrait être plutôt autour de 25 pour pouvoir payer les distributeurs, pour pouvoir se faire une marge dessus, etc. Et c'est des choses que les marques ne se rendent pas forcément compte au départ en disant, moi, je vais acquérir le marché, je vais faire des produits de qualité avec un prix bas.
mais à un moment, ça ne marche plus. Donc, il y a la question de se poser, est-ce que je reste là-dessus sur mon canal fermé et je vends que en direct mais dans ce cas-là, je me heurte peut-être un jour à un plafond de verre que je ne pourrais pas dépasser parce que je ne pourrais pas toucher le monde entier via ma propre possibilité et via Facebook, etc. Donc, on en reparlera sur l'omnicanalité. Et du coup, la question se pose, est-ce que je suis en mesure de faire bloquer? Et dans ces cas-là, il faut que je réfléchisse mais très bien dans la tête, sinon ça fait comme je dis, changement de positionnement peut-être trop rude par rapport on passe d'une marque classique à une marque de luxe. Oui, tu ne peux pas avoir des positionnements prix différents en fonction des canaux parce que c'est ce qu'on dit. Le consommateur, lui, il est totalement omnicanal. Bah oui, c'est-à-dire qu'il va consommer aussi bien chez son détaillant qu'il connaît par cœur, il va consommer sur son lieu de vacances, il va consommer sur le web, il va consommer sur le social selling. Et dans une cohérence de marque, tu es obligé d'avoir ça dès le démarrage. Et ça, c'est exactement ce qui se prépare en amont. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important que vous en parliez de ce sujet. Alors nous, on le fait, mais je veux dire, on n'a pas la capacité de le faire auprès de toutes les marques qui peuvent exister. Et tant mieux d'ailleurs, je trouve que c'est tant mieux pour nous. Non, c'est pas notre rôle. Ouais. Et c'est tant mieux pour nous, c'est d'avoir des gens qui seront bien préparés au moment d'un salon ou sur l'intégration d'une plateforme. C'est des gages de réussite ensuite et de développement. Et tout le temps, enfin, on sait quand on est une jeune marque, on s'occupe de tout en général. On s'occupe de la création et puis de faire les cartons quand on en fait cette première vente. C'est tout ce qu'on peut accélérer et gagner en plus sur des compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on a quand on est un créateur. C'est des profils qui sont souvent différents. C'est formidable qu'il y ait une formation, en tout cas des gens qui préparent à venir sur nos événements, sur nos plateformes. Ça peut un temps gagné. Une réussite plutôt d'avoir fait ses propres erreurs. Dans l'entrepreneuriat, du coup, oui, les erreurs, c'est bien. Mais si on peut les éviter aussi, ça peut faire gagner du temps. Donc, il y en aura toujours. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en aura toujours. Donc, si on peut en limiter quelques-unes, ça peut être pas mal là-dessus. Du coup, donc, on parlait d'Encore Store. Ce qui est intéressant de dire aussi aujourd'hui, c'est que la aussi est présente sur sa propre plateforme, je crois, donc depuis 2022. C'est CXMP, c'est pas que Ouznex, c'est ça. C'est CXMP, c'est un nouveau projet. Okay. Je suis ravi d'intervenir avec Encore Store parce que pour moi, Encore Store, ils sont en train de transformer le marché et de l'évangéliser. Je l'ai connu, moi, tellement il y a ça fait un peu vieux maintenant de dire ça, mais je l'ai connu il y a une douzaine d'années, pratiquement 13 ans, quand j'ai intégré La Redoute, où on était pareil sur une transformation globale de La Redoute et on a créé notre place de marché. Alors, à l'époque, le mot marketplace, il n'était pas du tout dans l'usage courant, voilà. Et on a un peu évangélisé ce marché pour voir ensuite l'essor des marketplaces B2C qu'on connaît par cœur, vraiment des énormes plateformes comme Amazon, comme Cdiscount, comme Alibaba, bref, mais je trouve que le B2B s'y est mis assez tard, finalement, mais pour plein de raisons. Déjà parce que la relation, elle se faisait sur le salon, donc elle se faisait dans le physique. On parle de relations qui sont des relations quand même de confiance et autres, et souvent c'était les salons qui avaient cette relation, et les marketplaces sont venus un peu plus tard dans le B2B, mais en tout cas, c'est bien parce que ça commence à donner des solutions à la fois aux marques et aux distributeurs, donc aux détaillants. Alors nous, pourquoi on le fait? Je dirais que c'est quasiment logique. Je veux dire, ce qu'on fait en physique, il y a un moment donné, on vit dans le monde dans lequel on vit et le digital prend une part de plus en plus prépondérante dans les comportements business que tout le monde utilise dans son comportement consommateur. Et donc, nous, on a une réponse qui est un peu, on essaye de trouver une position forcément qui est un peu différente et qui apporte de la valeur à notre écosystème. On a cette chance-là, c'est de réunir les gens et d'avoir des relations de confiance avec des marques et des détaillants, des distributeurs depuis, alors sur Ouznex, c'est 35 ans, mais sur d'autres événements, ça peut être sur Bijorka, c'est 75 ans. Donc, c'est de leur donner en fait un outil qui puisse prolonger cette expérience salon et en même temps augmenter la réussite de leur salon. Donc, à la fois dans la préparation, dans le moment du salon et ensuite dans la continuité de leurs échanges. On est, comme tu le dis, on a essayé de faire un mix des deux où il y a, nous, sur nos salons, une majeure partie de l'offre, c'est de la précommande. En fait, c'est des commandes qui sont livrées pour les saisons suivantes. Donc, c'est forcément ce qu'on va proposer, mais à côté, parce que c'est une évolution majeure de la distribution, du réassort, et parce qu'on a des marques qui sont maintenant capables de faire du réassort et donc de changer un assortiment rapidement et de proposer un nouvel assortiment et une découverte de la marque. Et nous, sur des environnements qu'on connaît, qu'on adore et qu'on maîtrise depuis des années, et je pense notamment à ma mode, parce que je parlais de Ouznex, que je connais particulièrement bien, on a une curation comme celle sur nos salons, en fait. Sur nos salons, de temps en temps, c'est un peu frustrant, mais on refuse beaucoup de marques parce qu'elles sont à un stade, parce qu'elles sont dans un style,
ou dans un positionnement qui ne nous correspond pas. Et comme cette plateforme CXMP, en fait, c'est l'addition de plusieurs catégories chez nous, qui sont à chaque fois représentées par un salon. Je prends l'exemple de Newsnext première classe et Impact, mais vous avez à côté le sport et tout l'outdoor avec des salons comme Sporter, comme le Hi-Fi Festival, qui sont des événements qui existent dans ces domaines-là. Et sur un côté plus food et épicerie, on a le CIAL, qui est le plus gros salon international d'agroalimentaire. On se veut d'avoir cette même curation parce que pour nous, elle est gage de réussite. Et c'est en ça où moi, je trouve que les plateformes elles sont ultra complémentaires. Et c'est ce que moi, j'ai connu, encore une fois, pour revenir un peu sur mon background, à la Redoute, quand on a créé notre marketplace, bon, on se dit qu'on avait peu de chance d'y arriver parce qu'on avait déjà Amazon qui commençait à avoir son essor énorme. Mais c'est important finalement, parce qu'il y a Amazon, il y a pu avoir la Redoute. La Redoute qui a un positionnement, et vous le connaître, mais qui est sur son cœur catégorie. Finalement, il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est effectivement aux marques de choisir, d'être multiplateforme aussi, parce que c'est des choses émotionnelles. On a des vendeurs qui sont sur plein de plateformes et de venir en retirer finalement le meilleur parce qu'on est des apporteurs de services et nous, on est sur les mêmes sujets qu'en Store. Je veux dire, à un moment donné, dans toute relation, il y a des pain points que ce peuvent être la trésor, tu l'as très bien dit, la logistique, faciliter. Et l'outil digital, il doit servir à faciliter l'échange et la relation. Et c'est en ça où je trouve ça hyper intéressant parce qu'avant, nous, on le faisait quand on organise un salon, finalement, on va louer un lieu, on va y apporter de la scénographie, du mobilier. Enfin, c'était déjà des pain points. Une marque qui décide de prendre toute seule la porte de Versailles ou le jardin de Tuileries, ça a peu de chances de réussir. Alors que plein de marques, 1200, 1300 marques, qui disent ensemble, on va inviter nos acheteurs, on crée un rendez-vous. Et finalement, le métier qu'on fait sur CXMP, il n'est pas du tout éloigné de ce qu'on fait sur le physique, sauf qu'on utilise les outils qui sont ceux d'aujourd'hui. Et c'est tant mieux pour le développement des marques parce que je trouve que ça va leur permettre de se développer plus rapidement et tu l'as dit, de tester des pays, de s'organiser et surtout à la fin de se concentrer sur ce qui doit être leur préoccupation principale, c'est la création. C'est l'acte de créer, nous on le défend et moi je le défendrai toujours. C'est ça qui doit être prédominant dans la vie d'un créateur et pour tout le reste, il y a il y a WSN, il y a CXMP et d'autres qu'on ne citera pas aujourd'hui. Mais c'est à ça on sert à ça, profondément on sert à ça. Oui, je rajouterais même que ce qui est important, c'est vraiment de garder le lien. Nous en parler tous les deux. Garder le lien pour une marque, c'est hyper important par rapport à ses distributeurs. Moi, plus sur la partie en tant qu'agent commercial, c'est important pour moi d'être toujours en échange avec mes distributeurs avec qui je travaille, de savoir toujours quelles sont leurs attentes, comment elles évoluent, parce que finalement, d'une saison à une autre, ils vont pas consommer de la même manière, ils vont pas aller vers les mêmes produits, les mêmes catégories de produits. Donc en fait, ça nous permet vraiment de mieux les connaître. C'est exactement ça. Et surtout, une marque aujourd'hui, elle a besoin de se faire connaître. La visibilité, c'est très important. On est dans un univers où vous avez 20 000 ou 30 000 marques. C'est compliqué d'exister aujourd'hui en tant que marque et en tant que jeune marque. Et ça, c'est vraiment un truc qui est méga important. Moi, j'étais très frustré en fait sur les salons de voir tout le contenu qu'on arrivait à créer. On a des contenus qui sont extraordinaires. Et à un moment, on veut dire passer la période du salon. Ok, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce contenu? Et ça, ce côté mise en avant, visibilité auprès de panels d'acheteurs, parce qu'on a des acheteurs dans le monde entier. Tu as raison, ils ne sont pas des centaines de milliers, enfin des acheteurs importants, ils sont quelques dizaines de milliers. Et c'est comment on fait passer l'information sur ces jeunes marques et sur cette création auprès de ces gens-là. Et donc, avec tout le contenu qu'on est capable de créer, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en avant. Et ça enlèvera un peu de frustration de dire c'est canon en fait, mais bon, au-delà de notre compte Insta et autres, comment on est capable de le diffuser. Donc, il y a ce vrai enjeu de curation et d'apporter en fait une solution supplémentaire à ces marques, qu'elles soient physiques ou digitales. Et je trouve que c'est un outil formidable que les gens n'avaient peut-être pas forcément. Les créateurs, ils n'avaient pas il y a 10 ans, quoi, même il y a 5 ans. On peut dire. Ça poursuit vraiment l'expérience à ce niveau-là. On a pas mal de questions, les amis. Voilà. Donc, il y a vraiment une question qui ressort du lot, mais je vais faire un peu de teasing, je vais poser des plus simples avant. Christelle demande notamment quel est le meilleur salon pour une marque de luxe. C'est le meilleur salon à faire pour une marque de luxe. Une marque de luxe, une marque de créateur. Nous, on parle beaucoup de création. Le luxe, c'est une typologie, une façon d'appeler souvent un positionnement prix. Je pense que ça doit être peut-être un positionnement prix. Alors, je sais pas si, nous, on revendique la création et typiquement, je vous dirais, c'est première classe. Première classe, c'est le seul salon au monde qui est lié à l'accessoire de mode.
un terme qui n'existait quasiment pas avant. Ouais. La volonté première classe, c'est de regrouper ce qui se fait de mieux dans l'accessoire pendant les Fashion Week femmes parisiennes. Et là, nous, on n'a pas de positionnement précis. Ça peut être une création qui peut être très abordable, mais aussi une création qui, parce qu'elle est faite. Voilà. Et du coup, au vu du positionnement Fashion Week, etc., c'est là, si on veut se rapprocher justement de cet aspect, de cette position créateur, je pense. Ok. Et au niveau, là, on a pas mal de questions par rapport. Ils veulent votre avis, mais aussi un peu de manière globale, pas mal de questions autour des marges, justement. Notamment une première question qui est de comment. Attends, que je retrouve la bonne question. Quel est le coefficient de marge moyen des détaillants sur Encore Store? Alors, est-ce qu'il y a un coefficient? Parce que toi, je crois que sur Encore Store, tu choisis, voilà, je suis à 1,2, 1,8, etc. Alors, le bon. Alors, déjà, on a 5 verticales, tu vois, donc la beauté à la food, à la mode, c'est pas du tout les mêmes univers et donc c'est pas forcément les mêmes marges. Ça, c'est un premier point à garder en tête. Il faut comprendre son positionnement et ça allait comprendre aussi sur ma verticale quelle est la marge proposée. Mais nous, on n'accepte pas effectivement de marges qui sont en dessous, tu disais très clairement, une marge de 1,8, 2, quoi. À part en épicerie où là, tu peux être sur des marges un peu plus faibles. Si on parle d'une marque de mode, je pense qu'autour de entre 2 et 2,5, c'est le minimum quand même à proposer. On parle de minimum. Ouais. Est-ce qu'en dessous de ça, on peut retrouver le risque de n'avoir pas de commande? Et surtout sur Encore Store, ça j'ajoute un point important, les boutiques peuvent maintenant filtrer par marge. Donc en fait, plus vous proposez des marges attractives et accessibles, et plus vous allez apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est d'autant plus important quand on se lance online sur une marketplace de réfléchir à ça. Si on pose un petit peu par secteur d'activité, selon vous, par exemple, une marque de mode ou une marque d'accessoires ou d'épicerie fine, par exemple, si on prend ces trois secteurs un petit peu différents, les marges qu'elles devraient pratiquer pour être suffisamment attrayantes des détaillants. Vous avez un avis? Moi, je rejoins ce que disait Lily, c'est que, en tout cas sur la mode, sur lequel je suis un peu plus spécialisée, c'est vraiment un minimum de 2. Non, on est en moyenne de 2,5, non? Ouais, 2,5. Ouais. Après, moi, c'est vrai que j'entends 2 pour créateur. Ça dépend aussi de sa stratégie. Le problème, c'est que sur Encore Store, elles vont être en concurrence avec des plus grosses marques, comme par exemple, je ne sais pas s'ils sont dessus, mais des Fago ou des DNVB un petit peu plus grandes à ce niveau-là, et du coup, qui vont avoir la capacité de proposer des marges un peu plus grandes. Est-ce que du coup, dès le départ, même si tu es un petit créateur, tu ne devrais pas chercher une marge un peu plus confortable, histoire déjà de toi de te sécuriser des choses au niveau de toi, ton potentiel financier, et de l'autre côté, d'être suffisamment attrayant parce que du coup, après, le magasin, il va dire, moi, en dessous de. Je connais des magasins qui vont dire en dessous de 2, 2, 3, 2, 5. Dans la vraie vie, il ne marche pas. Hein. Enfin, non, c'est ça. Après, je pense que ça dépend de quelle marge on parle. C'est-à-dire qu'il y a la marge que la marque va s'appliquer, elle. On parle du coefficient de vente, je pense. On parle du coefficient de vente. Alors oui, effectivement, ça peut être deux. Voilà, notamment sur un marché européen, en tout cas pour la mode, ça tourne autour de 2,7. Il y a beaucoup de distributeurs qui n'acceptent pas. Je ne peux pas donner de nom, mais il y a une très grande marque qui fait du 2,5. Elle ne va pas avoir certains distributeurs parce que ce n'est pas possible pour eux d'accepter une marge à 2,5. Et puis après, à l'international, c'est encore différent puisqu'il y a tous les coûts de transport, toute la logistique à prendre en charge. Et ça dépend aussi des conditions de vente. Donc ça, c'est ce qu'on va aussi voir au niveau de la formation, puisque il y a des tarifs qu'on appelle ex-works, donc c'est-à-dire que la marque ne prend pas en charge l'envoi, les douanes, les taxes, etc. Donc c'est le distributeur qui va lui payer tout ça de son côté parce qu'il a l'habitude de travailler avec des transporteurs, etc. Donc c'est plus facile pour lui. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le CIF, notamment en France, ou le landed price, qui est le prix où là le créateur ou la marque en question inclut tout ça, le transport, les taxes, les douanes. Et donc là, même dans son calcul de prix, c'est encore autre chose à anticiper puisque il faut pouvoir assumer et avoir les reins solides en tant que On parle de mode, de 7 De 7, c'est global.
dépenses Ouais, moi, globales. c'est 5 quand je viens à la centrale. Donc, Parce qu'il se pose la question au départ, en dessous de combien, quelle est la limite raisonnable? C'est-à-dire qu'en dessous de quoi on peut quand même toucher des distributeurs? En fait, il y a beaucoup de choses. Ah, Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Hein. Quel est ton avis là-dessus? Moi, il y a plein d'éléments quand on parle d'une marge classique d'un détaillant, c'est 2, 7, 2, 8. C'est-à-dire c'est des coefficients qui permettent à tout le monde de travailler et d'être bien rétribué. Après, effectivement, il y a plusieurs manières de voir les choses, parce qu'il y a aussi des assortiments, des longueurs de gamme ou pas. Effectivement, tu as entièrement raison, certaines catégories, vous pouvez les chercher sur des coefficients qui sont moins importants parce qu'ils nécessitent moins de personnel ou autre. Mais ça, je dirais que c'est aussi après à chaque détaillant de faire son mix. Et c'est très compliqué d'appliquer un taux de marge moyen qu'il faudrait avoir. Sinon, il faudra avoir un taux de marge de 3 ou de 3,5. Mais en revanche, ce qu'il y a aussi, les détaillants sont des gens qui connaissent bien leur métier, qui savent travailler. Il y a des produits sur lesquels ils vont accepter de marger un peu moins parce que c'est des produits qui créent un appel dans la boutique, qui créent un trafic. Et par ailleurs, d'autres produits sur lesquels ils vont marger plus, ce qui est totalement légitime, parce que c'est des produits sur lesquels ils doivent constituer leur marge et faire tourner leur boutique. Donc après, il y a aussi ce sera intéressant de faire exactement la même formation, mais pour des détaillants en devenir, et d'expliquer un peu comment est-ce que, parce que finalement, c'est si toute la chaîne travaille bien, qu'à la fin, encore une fois, c'est important de bien travailler parce que derrière, c'est nous et c'est grâce à nous que la création réussit à survivre. Parce que sinon, on sait, hein, on est dans un monde très globalisé où finalement, il y a des marques qui prennent quasiment l'entièreté du marché, mais un monde sans création, c'est un monde qui sera moins sympa. Donc, quelque part, c'est aussi de se dire, le détaillant, dans son mix, on en revient aux marges, c'est de se dire, il y a des produits, et tous les détaillants savent le faire, sur lesquels je vais marger beaucoup plus, parce que c'est le produit plus facile, et sur lequel je vais m'assurer une certaine une marge confortable, pour derrière, pourquoi pas investir dans de la jeune création, dans des créations qui sont sur des coefficients de marge qui sont moins forts. Donc, tout ça, c'est aussi extrêmement important. Il ne faut pas le voir que par le prisme de la marge. Encore une fois, c'est des émotions, c'est ce que vous voulez apporter à votre clientèle, et c'est comme ça qu'il faut faire votre sélection aussi. Et encore une fois, les détaillants peuvent accepter des choses, ça dépend aussi des produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'une marque peut proposer des produits avec des marges différentes. Mais voilà, là où on peut avoir des produits où ils margent mieux, proposer quelque chose de plus intéressant, qui permettra de faire comme rentrer leurs produits. Et du coup, il n'y a pas la recette magique et il y a la discussion parce qu'on est dans l'humain. Typiquement, la négociation, les échanges. C'est exactement ce genre de discussion qui ont souvent lieu sur les événements où on fait le bilan aussi. On fait le bilan d'une saison, on fait le bilan de vente et on se dit, bon, voilà, il y a ça qui a fonctionné, ça qui a moins fonctionné. Et après, on est dans des métiers de commerce. Le commerce. Exact. On revient aux sources. On est au commerce. Je reprends juste une ou deux questions avant qu'on continue, pour qu'on reste dans le timing. Il y a pas mal de questions sur les budgets qu'il faut compter par rapport à la participation des salons, parce que c'est quand même un certain investissement pour les marques. Donc, elle pose pas mal de questions à ce niveau-là. Et s'il y a des dispositifs qui sont faits pour les jeunes marques sur les salons, comment ça se passe? Il y a plein de dispositifs. Il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on a quand même toujours encouragé la jeune création. Donc, effectivement, on a des tarifs jeunes créateurs et des typologies d'espace qui sont complètement adaptés à cette jeune création, qui va même du stand collectif. On en parlait tout à l'heure, c'est un collectif de créateurs qui s'unit ou qui est uni, ce que vous pourrez faire certainement dans le futur ensemble, où là, c'est des tarifs qui sont extrêmement abordables, c'est vraiment pour se mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on va crescendo, en fait, en fonction du développement de la marque. Et une marque, souvent, à partir d'un moment, elle n'a pas du tout envie d'être dans une zone jeune créateur ou sur un module type jeune création. Il y a un moment donné, elle se dit, j'ai envie d'avoir mon stand, j'ai envie d'exprimer beaucoup plus mon environnement et mon univers. Et donc, petit à petit, ça évolue avec le temps. Mais oui, on a toutes sortes pour donner des chiffres, ça peut partir entre 500 et 1000 euros pour une petite présence sur un des événements. Et après, ça monte jusqu'à des sommes beaucoup plus importantes quand vous avez des marques qui ont une assise financière suffisamment large, parce que ça devient un moment aussi, elles réunissent leur force de vente, et ça, on a beaucoup sur le salon, où finalement, des marques qui ont beaucoup d'agents, elles utilisent le salon comme le moment de retrouvailles avec leurs clients, avec leurs agents qui se voient assez rarement. Et ça crée aussi cette stimulation. Et donc, il faut des surfaces plus grandes. Très bien. Du coup, je te propose qu'on enchaîne sur… Parce qu'en ce moment, on a quand même une grande chance, c'est qu'on est beaucoup aidé. Et il y a notamment sur les subventions. Il y a beaucoup de dispositifs d'État qui sont dédiés à la jeune création. Il y a vraiment des organismes qui fonctionnent très, très bien. Et je remercie, moi, notamment la Fédération française du prêt-à-porter, mais aussi le défi. Et en gros, il y a toute une batterie d'aides possibles pour encourager cette création et pour aider
les marques participent à des événements. Oui, totalement. Du coup, si je résume, en fait, il y a des dispositifs chez toi qui permettent d'accéder à des coûts un peu plus réduits, donc soit en faisant des collaborations avec des collectifs de marques comme chez Latin Équipe ou des choses comme ça, ou du coup on est sous un label, en fait, sous un collectif, ou alors toi tu as des choses qui sont un peu des entrées de gamme, et pareil, dans un secteur créateur qui sont rassemblés à cet endroit-là. Et après, si elles souhaitent, elles passent à des niveaux supérieurs, mais en parallèle, on a des aides, que ce soit de l'État ou le défi. Donc le défi, je crois que c'est, il y a encore une semaine, postuler. Oui, tout à fait. Je crois que c'est jusqu'au 6 ou jusqu'au 10 mai. Pour pouvoir avoir des subventions sur les places des salons. Donc je crois que c'est sur la plateforme connexionmode.com. Donc Antoine, si tu le mets, ils pourront y accéder. Donc ça, c'est un petit bonus. Et il y a des subventions d'État qui prennent en charge 50% en fait. Jusqu'à 12 500 €. Exactement. Très bien renseigné. Et là, je pense que voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont aller sur les salons. Oui. Donc, au niveau des salons, il y a quand même des choses qui vous aident. Et sur Encore Store, justement, c'est votre politique de rendre accessible en fait la distribution, que ce soit aux détaillants ou aux marques avec le minimum. Exactement. Je rappelle notre modèle rapidement parce que c'est important. Ça permettra de clarifier les choses. Surtout pour les marques du coup. Donc aujourd'hui, nous, sur Encore Store, je vous explique le fonctionnement avant très rapidement. Une marque peut être mise en ligne en 24 heures. Donc, c'est notre force aussi. On a une force commerciale qui est très réactive, qui peut mettre en ligne la marque rapidement. Donc après, progressivement, elle commencera à recevoir des commandes qu'elle peut accepter ou refuser. J'insiste là-dessus. Les codes de la distribution et du wholesale s'appliquent complètement même sur Encore Store et c'est important. Et ça fait partie des points que tu mentionnais avant, Frédéric. Mais il faut se préparer aussi, savoir quel type de stratégie j'ai envie d'avoir, même géographiquement parlant. Donc elle reçoit des commandes. Ensuite, il faut qu'elle envoie la commande. Parce que nous, on n'achète pas stock, on est vraiment intermédiaire. Donc elle envoie la commande. Là, à cette première étape-là, on a cette première proposition de valeur où on travaille avec UPS notamment pour automatiquement la marque de télécharger son bordereau UPS et n'avoir aucun coût à payer, puisque la value proposition d'Encore Store, c'est qu'on rembourse les frais de transport pour la marque. Donc pour en revenir à la conversation des marges, c'est également un point. Ça, c'est un point positif à mettre dessus. Bénéficier de la livraison. Voilà, et on a un partenariat du coup avec UPS qui nous permet d'avoir un soutien fort aussi là-dessus. La boutique va recevoir sa commande et c'est là où le deuxième élément de value proposition rentre en jeu, c'est qu'on va rembourser la marque directement, on va payer, on va payer la marque directement à réception au magasin. Donc la marque, elle est protégée contre le risque de non-paiement. Et ensuite, on va laisser jusqu'à 60 jours à la boutique pour nous payer. J'ai une petite question avant qu'on passe à tout l'univers un petit peu Covid, crise, post-crise, etc. Par rapport à Encore Store, une question de Charlotte qui demande est-ce qu'on est d'accord sur le concept de faire du monoproduit sur Encore Store pour se concentrer sur le développement d'un stock, quitte à sacrifier des pièces moins fortes de la collection. En fait, il y a le fait que les gens se posent beaucoup de questions au niveau de la production du stock, parce que si je vais sur une plateforme et que du coup elles sont disponibles pour que je puisse produire, donc est-ce qu'il vaut mieux que j'ai une pièce que je peux vendre beaucoup et je développe un peu moins les autres? Un peu, c'est quoi votre avis? Alors, nous, effectivement, dans les critères de sélection, et donc j'avais pas fini sur ça, mais je suis parfaite. On ne peut pas prendre aujourd'hui des marques qui produisent à la commande pour la simple et bonne raison que notre proposition de valeur auprès des commerçants, c'est que tu viens sur Encore Store pour être flexible et regarder ton stock et te dire ah bah attends, il me manque tel produit, je vais les recevoir sous 10 jours directement en magasin. Donc ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 60% des boutiques qui reviennent passer commande. C'est un modèle qui plaît et c'est un modèle qui était inédit, qui n'existait pas auparavant. Donc, en fait, les commerçants allaient passer 2 grosses commandes, 2-3 grosses commandes dans l'année. Là, ils viennent gagner en flexibilité. Du coup, pour répondre à ta question, c'est important que les marques, en ce sens, puissent répondre à ça. Donc, on ne travaille pas avec des marques qui produisent à la commande. Par contre, c'est important, on voit que les marques qui réussissent le mieux sur Encore Store, ce sont aussi des marques qui ont un catalogue qui est quand même assez complet. Donc, monoproduit, on en a évidemment, mais c'est important qu'une boutique comprenne votre univers et que vous ayez une variété de produits. Donc après, à la marque de voir ce qu'elle peut proposer, mais c'est important, en tout cas, nous, on voit qu'un certain nombre de produits permettent à la boutique de se projeter et de comprendre quel univers c'est pour passer commande. Non, j'ajouterais juste que je pense que il ne faut pas que ça devienne une stratégie pour la marque. Enfin, je pense que quand vous êtes entrepreneur ou quand vous êtes une jeune marque ou un jeune créateur, il ne faut pas que ça devienne la stratégie pour intégrer telle plateforme. Il faut que vous ayez votre propre idée, il faut que ce soit vous qui ayez le concept. Et ensuite, vous allez voir parmi les différents
mieux adapté. Là, je parle en tant qu'agent commercial et c'est en ça que nous, en tant qu'agent commercial, on intervient et on vous guide sur quelle est la meilleure solution. On parlait de timing tout à l'heure. Voilà, à quel moment il faut intégrer un salon, à quel moment on est prêt pour ça, à quel moment on va être sur le digital et donc avoir notre propre site e-commerce, à quel moment on va intégrer un grand store. Je pense pas qu'il faille penser de cette manière à se dire je vais créer un monoproduit pour pouvoir être sur un store parce qu'effectivement c'est une bonne question dans le sens la où démarche inverse. Ouais. Voilà, c'est la démarche inverse. Il faut être plus prêt avant d'y aller. Et la notion de production est effectivement intéressante dans cette question puisque finalement il faut être capable de produire derrière. C'est des modèles et ça reste un modèle. Et on est sur pareil, sur une maturité, un stade de maturité. Je disais, ça tombe bien parce que nous, on a cette possibilité, notamment sur la précommande et sur le monoproduit. Et ça fait peut-être la transition sur la période Covid, si tu veux. Parfait. Mais... Je te laisse enchaîner sans poser la question. Je te laisse repartir du coup sur Covid et ce qui s'est passé sur nous, juste pour revenir justement sur cette il y a quand même une évolution majeure qui est sur, aujourd'hui, quand on crée sa marque de mode, on n'a pas exactement les mêmes réflexes que ceux qu'on avait il y a quelques temps. Et notamment, on pense au crowdfunding. Le crowdfunding, aujourd'hui, il y a une majorité de marques qui se créent et c'est génial. Parce que quelque part, on est toujours dans comment on minimise les risques, comment on teste un marché. Et nous, la période Covid, en fait, on a quand même été, on a pris vraiment en pleine face. Hein, parce que nous, la vague Covid est arrivée quand on était sur première classe en mars 20, où tu t'en rappelles. Non, mais vraiment, on voyait ce truc arriver de l'Italie. Nous, dans les Fashion Week, en fait, hein, ce qu'il faut savoir, on le sait certainement, mais c'est qu'en fait, ça vient d'une ville en ville. La Fashion Week de Milan, Paris succède à Milan et ce truc d'Italie qui arrivait là, on ne passera sûrement pas chez nous. Et finalement, on a eu tout d'un coup une espèce de choc parce qu'on a été interdit de faire notre métier. C'est jamais arrivé depuis les 35 ans de WSL qu'on n'ait pas le droit d'organiser un salon. Donc, ça nous tombe dessus, c'est un peu compliqué. Alors, on a eu deux approches. D'une, c'est de maintenir nous coûte que coûte nos événements parce qu'on représente un écosystème et à chaque fois qu'on a pu les tenir, on les a tenus. Donc, je fais partie, je pense, même pas 1% d'organisateurs d'événements au monde, hein, toutes catégories confondues, qui ont tenu un salon à chaque échéance. C'était plutôt des périodes d'achat. Et même, on en a réalisé un dans nos bureaux. Bon, voilà, ça fait plutôt un showroom qu'un salon, mais toujours pour garder ce lien. Et ça nous a semblé vraiment être, et même pour nous, je pense que c'était extrêmement bon, extrêmement fort, qu'on garde ce lien avec nos clients, avec nos visiteurs, et qu'on continue à faire notre métier, alors avec plein de contraintes, hein, parce que organiser un salon quand vous êtes en pleine vague Omicron avec 400 000 cas par jour, c'est pas exactement la même chose qu'organiser un salon en temps normal, mais ça nous a forcé à garder ce lien, et ce lien dont on parle plusieurs fois maintenant, qui est extrêmement important parce qu'on est des métiers de lien, et donc voilà, la continuité. Et à côté de ça, on s'est dit, il faut qu'on se transforme aussi, il faut qu'on accélère un peu la transformation qu'on avait initiée depuis 2018, en fait, depuis mon arrivée, et notamment cette histoire de crowdfunding nous intriguait pas mal, parce que on sait aujourd'hui, une marque qui se lance, elle ne peut limite pas aller sur Encore Store, elle ne peut absolument pas venir sur Who's Next dès le démarrage, mais elles font du crowdfunding. Ça m'embêtait quand même de me dire, je ne sais pas combien de dizaines de marques ou de centaines de marques qui se créent et on n'a pas de dispositif pour eux. Et on a créé un gros partenariat, nous, avec Ulule. Et d'ailleurs, je profite pour remercier toutes les équipes d'Ulule aussi parce qu'on a été hyper réactifs pendant cette période de début de Covid et on a créé un channel de crowdfunding dédié à la mode et au lifestyle qui permet à la fois de bénéficier de notre communication et de notre puissance de communication auprès de ces réseaux-là et de créer, je crois qu'on a accueilli aujourd'hui entre 450 et 500 projets. Il y a 80% des projets qui réussissent. Et derrière, nous, on crée le lien ensuite avec le salon parce qu'on invite nos coups de cœur. Donc en septembre 21, c'était une trentaine de marques. En janvier 22, une quarantaine de marques qui sont invitées à venir sur le salon pour se confronter justement à ce monde du wholesale et avoir une prise directe. Et derrière, nous, on se dit que dans toutes ces marques, c'est un peu nos clients de demain qui, quand ils seront dans une étape de développement où ils penseront à l'omnicanalité et au wholesale, ils viendront sur Who's Next parce que finalement, ils sont nés un peu sur la channel qu'on a avec Ulule et ensuite sur le salon. Et on observe tous ces échanges entre ces jeunes marques qui sont regroupées et qui font depuis 2 éditions et plus encore à la 3e, un endroit vraiment qui vit énormément. Donc c'est un peu nous. Et bien sûr,
qu'on venait vivre, l'avènement d'Encore Store et d'autres plateformes, hein, de jour et autres, et de se dire, bah, en fait, nous, il faut aussi qu'on puisse avoir cet espace digital pour aider nos marques à continuer. Et je reviendrai juste sur un truc, c'est que, en fait, on s'est rendu compte qu'en maintenant les salons, et quand on a repris en septembre 21, un gros salon comme un Who's Next, on a senti une vraie ferveur de l'écosystème parce que ça a manqué en fait pendant 2 ans et demi. Mais c'est aussi simple que quand on n'avait pas le droit de se voir, quand on n'avait pas le droit d'aller au resto, je veux dire, on a tous fait du Uber Eats et on a tous fait voilà, du Netflix. Mais je pense qu'à un moment donné, on se souvient de son premier resto après le confinement. Et ça, on l'a vraiment ressenti. Et nous, je dirais que ça nous a boosté pour continuer à aller encore plus loin dans ce que finalement fait l'ADN de Who's Next, c'est l'événementialisation de nos salons et de nos événements. Et ça nous a appris beaucoup, en fait. Ça nous a appris beaucoup et ça nous a renforcé, je pense. Ça a renforcé le physique, cette période compliquée. Et là, on attend, nous, avec une impatience non cachée, le retour des grands internationaux qui nous ont quand même fait défaut pendant cette période. Je pense notamment aux Japonais, qui sont des acheteurs, mais particulièrement avertis en termes de mode. Et bon, bah voilà, normalement, ils devraient revenir sur nos prochaines éditions en septembre et en octobre. Donc, parce que là, du coup, le Covid n'est pas terminé, mais on est déjà en post-crise où on a déjà vécu et on a appris à vivre avec. C'est la vie d'après, en fait. Hein. Et du coup, donc toi, tu as eu le droit à ce premier resto post-Covid, donc ce premier salon post-Covid déjà qui a eu lieu. Donc c'était en janvier, non? Septembre 21. Septembre, même si on a continué à en faire. On en a fait je pense qu'il avait une ambiance, une saveur un peu différente. Hein. Totalement. Et du coup, comment sont maintenant ces salons? Aujourd'hui, une marque, comment tu peux la rassurer sur le fait d'aller faire un salon après le Covid? Est-ce que les acheteurs sont de retour? Quels acheteurs sont présents? Il y a des nouveaux acheteurs? Alors, déjà, il y a des nouveaux acheteurs. Il y a des nouveaux marchés, notamment le Middle East. En tout cas, il y a de nouvelles zones d'export qui sont venues un peu, qui ont émergé pendant cette... parce qu'il y a des changements profonds dans la distribution dans ces zones-là, une évolution aussi de la consommation de mode. Après, il y a aussi toute la partie... pendant 2 ans et demi, en fait, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait majoritairement? Ils se sont retranchés, et c'est normal, vers des marques qu'ils connaissent, vers des assortiments qu'ils connaissent. Et ça n'a pas été une période où on a pris beaucoup de risques. Voilà, il y a eu de la sécurité, mais normal, c'est un réflexe naturel quand vous faites une période de contraction ou une période compliquée, vous avez tendance un peu à vous sécuriser. Nous, ce qu'on constate, en tout cas dans les événements qu'on a refaits en septembre, en octobre, en janvier et en mars dernier, c'est qu'il y a une soif de découvrir de nouvelles collections, des collections différentes de nos marques qu'on connaît, de nouvelles marques, plein de nouvelles typologies de produits. Et ces acheteurs-là qui reviennent après 2 ans et demi sans salon, ils ont un besoin de faire évoluer leur assortiment. Donc, on constate qu'il y a beaucoup d'ouverture de nouveaux comptes. Donc, quelque part, moi je dis, et on a d'ailleurs beaucoup de nouvelles marques qui se sont créées pendant ces 2 ans et demi, qui participent à un salon et qui viennent en participant à un salon, qui se rendent compte qu'en fait, ils ont ouvert des comptes ici, le bon, parce que c'est souvent comme ça, il faut avoir le bon détaillant dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle région. Et c'est à ce moment-là, les acheteurs sont avides de ça. Donc vraiment, là, je pense que pour encore quelques salons, là, avant de consolider le business, mais il y aura ce besoin, on est tous pareils, je veux dire, on est des gens de mode, et quand on va dans un salon, on ressent quelque chose, en fait. On a besoin, je fais ce geste, mais on a besoin de toucher le produit. Et ils sont vraiment dans cette dynamique, et ce qui fait qu'on fait des événements en ce moment qui se passent très très bien et qui sont en plus agréables humainement à vivre. Ok. Et pour faire le parallèle avec Encore Store, vous l'avez vécu comment cette partie Covid? Ce que tu me disais, c'est que Encore Store s'est lancé. Alors, on s'est lancé 3 mois, tu vois, octobre 2019, donc quelques mois avant Covid. Donc, un très bon timing, surtout que notre business est basé sur l'ouverture des boutiques, donc effectivement, timing parfait. Moi, je suis arrivée en avril 2020, donc tu vois, en plein milieu, en plein Covid. Voilà, j'ai commencé en télétravail, exactement. J'ai rencontré mon équipe via webcam, tout ça. Donc oui, il a fallu s'adapter en fait dès le début, et en fait. Et aussi, attention, faire en sorte qu'on n'ait pas non plus un business model qui soit trop lié à la crise. Ça, c'est important à mentionner. Et donc, ce qu'on a fait, et la décision qu'on a prise assez rapidement, c'était de se dire, on avait déjà les ressources commerciales, comment est-ce qu'on peut faire pour recentrer les ressources commerciales sur, pas forcément aller à la chasse aux boutiques et faire en sorte que les boutiques passent commande sur Encore Store parce qu'elles étaient fermées, mais se recentrer sur l'offre et construire l'offre qui soit la plus large possible et la plus exhaustive possible pour nos commerçants, pour les préparer notamment à la réouverture. Donc en fait, on a eu voilà,
finalement assez bénéfique pour nous pour passer par cette première étape et construire l'offre qui soit la plus importante. Et c'est surtout ce qui était demandé. On a créé Encore Store et Pierre Lacoste, le fondateur, le dira, hein, mais ils ont vraiment créé la plateforme en posant des questions du coup aux communautés de retailers. Et la chose qui était plus demandée dès le début, c'est qu'on veut plus de marques. On veut pouvoir retrouver toutes nos marques sur Encore Store et que ce soit simple pour nous. D'autres choses qu'on a fait durant cette période-là, ça a été un temps, effectivement, vous avez fait quelques salons, mais globalement, les salons ont été annulés. Donc on s'est dit, il faudrait créer un événement aussi en ligne pour faire en sorte que les commerçants se préparent à la réouverture et puissent restocker un petit peu leurs magasins. Donc, on a organisé les Live Days qui ont lieu aujourd'hui 2 fois par an sur Encore Store. Donc, c'est vraiment un événement digital qui permet aux commerçants de se restocker. On a des webinaires pour qu'ils se rencontrent un peu, mais encore une fois, on ne peut pas remplacer le côté humain, donc c'était vraiment un événement commercial et aujourd'hui, c'est devenu un vrai rendez-vous pour les commerçants où ils se disent j'ai les idées, je vais pouvoir restocker à tel moment. On a également été du côté des commerçants pour rallonger les délais de paiement. D'accord. Donc, on a de 90 jours les délais de paiement. Et ça, c'est que pendant la période Covid? Oui, on l'a fait. C'est 60 ans. Voilà, c'est 60, on peut faire 3 fois sans frais, donc on peut arriver aux 90 jours. Mais sinon, oui, on propose jusqu'à 60 jours de délai de paiement pour les commerçants. Et on n'a pas hésité à rallonger et à prendre sur notre réseau pour aider les commerçants durant cette période compliquée. Et du coup, à la sortie de crise, est-ce qu'il y a donc vous aviez préparé en fait le marché et du coup là au niveau des commandes, comment ça se passe sur Encore Store? Ça a été le fait qu'on ait fait ces événements et qu'on ait préparé la couverture, ça a été un vrai succès pour nous. On a vraiment entre guillemets explosé en la réouverture et c'est là où on a vraiment un pic de croissance parce qu'on est resté ouvert en fait, on a l'épicerie qui tournait et ça tourne toujours. Moi je sais pas, mais j'allais dans ma petite épicerie locale durant le Covid et j'ai retrouvé ce plaisir aussi et donc l'épicerie a quand même bien fonctionné, mais ouais, la réouverture en fait c'est une question de société finalement où en fait les commerçants sont des consommateurs et en fait ils ont passé le Covid aussi à avoir des applications et être beaucoup plus digitalisées. Donc en fait Encore Store est arrivé finalement assez naturellement et s'installe comme un acteur du quotidien pour permettre aux commerçants de faire leurs courses pro comme ils pourraient faire leurs courses perso finalement. Je le dis assez grossièrement, mais finalement c'est ça. Et aujourd'hui, donc je te le citais tout à l'heure dans les chiffres, mais c'était un pari essai unique puisque ça Encore Store, il n'y avait pas de modèle qui existait comme ça auparavant. Et aujourd'hui, on a 60% des boutiques qui reviennent passer commande et qui apprécient beaucoup cette flexibilité-là. Okay. Moi, je vais rajouter que plutôt du coup en tant que marque, parce que finalement, quand tu es une jeune marque ou quand tu es une marque tout court, comment tu faisais pour pouvoir vendre à tes détaillants? Je pense que ça a aidé justement à la transformation, un peu comme vos sociétés, et à revoir les choses, à se reposer aussi. Je pense que aujourd'hui, déjà, même les modes de consommation, on ne consomme plus local, je le disais. Donc, on s'est dit, il y a beaucoup de marques, je pense que tu nous confirmera Frédéric, qui sont partis sur de l'éthique, du responsable. Le RSE est devenu hyper important. Déjà qu'on en parlait en amont. Plus de marques sur l'impact après le Covid et au lancement en 2019. C'est un secteur qui double de taille à chaque fois. Parce qu'on consomme complètement différemment, c'est sûr. Et ça, les mots-clés sur Encore Store les plus recherchés, ça va être Green Beauty, ça va être aussi les cooking, ça va être Zen. Voilà, il y a vraiment aussi local, on a des filtres par région. Les commerçants l'aspect local et l'aspect green, c'est vraiment des choses qui sont en pleine expansion actuellement. Et toi, tu vois aussi sur les salles. Oui, même s'il y a un paradoxe un peu. Enfin, on n'est pas là pour faire le débat sur la mode éthique et sur la transition environnementale. Hein. C'est des sujets qui nous. Ça, c'est un sujet, je pense, qui concerne tout le monde. Et nous-mêmes, chez Chili, c'est un point sur lequel on souhaite accompagner les gens parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de se lancer, une marque, en fait, sans avoir réfléchi à son impact, que ce soit écologique, sociétal, etc. Et du coup, des marques qui sont lancées, parfois même sans ça, doivent repenser aussi leur stratégie parce qu'elles, parfois, ne sont la plupart des marques, nous, ce qu'on constate, c'est que la plupart des marques le sont, mais ne le revendiquent plus. Et ça, c'est naturel, en fait. Moi, je trouve ça génial, justement, c'est de se dire, on a tellement entendu que la mode, c'était l'industrie la deuxième, enfin, on a n'importe quoi. Mais moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que la mode, de toute façon, c'est des gens qui ont tellement l'habitude de se renouveler que les adoptions
sont très rapides. Il faut que les marques aujourd'hui qui émergent sont intrinsèquement éco-responsables, mais c'est plus un argument de vente. Ouais. C'est-à-dire que c'est naturel pour eux. C'est quelque chose qu'elle doit désormais intégrer quoi qu'il arrive, soit de se lancer et d'intégrer, soit elle ne l'avait pas avant, et de réfléchir quand même à intégrer des choses là-dessus, un impact. Et ça a vraiment permis, et je pense que je vais faire le lien avec un sujet qui est l'omnicanalité, il me semble. Oui, je vais enchaîner directement dessus parce qu'il nous reste 20 minutes. Alors, c'est une transition. Il y a 10 minutes. Ah, désolé. Tu m'as soufflé, ça va. Non, c'est que en tant que marque, du coup, il y a beaucoup. Enfin, moi, par exemple, je travaille avec une marque qui s'appelle Okan Studio, qui est une marque de bijoux, qui du coup s'est lancée pile. En fait, ça s'est lancé pile au moment du Covid. Il y a eu le Covid à ce moment-là, et finalement, moi, je suis en tant qu'agent commercial je me suis dit, mais c'est hyper important la transformation digitale que ça a amené dans sa manière de créer sa marque, puisqu'elle s'est complètement lancée en DNVB, que du coup elle était hyper calée sur tout ce qui était marketing, tout ce qui était Instagram, les achats, toute cette partie-là. Et donc c'est des marques qui aujourd'hui sont rentrées dans une omnicanalité finalement, mais parce qu'elle avait pensé lancer du B2B et puis que finalement elle n'a pas eu le choix, elle a dû se faire face au Covid, et donc il fallait bien rentrer un peu d'argent et manger à la fin du mois, donc il fallait pouvoir se lancer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est passé par du B2C effectivement, avec cette idée de lancer du B2B ensuite, qu'on est en train de lancer aujourd'hui. À son modèle économique voilà, mais en amont et de faire des choses correctement, même si tu penses directement à B2C. Voilà. Et d'où le lien avec l'omnicanalité, puisque quand elle s'est construite, finalement, elle a dû avoir cette vision globale et aussi penser à son consommateur final, qui maintenant c'est celui-ci qui est au cœur de l'action. C'est un peu comme l'aspect, on va dire, éthique. L'omnicanalité aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable en fait. On ne peut plus, comme tu disais, se lancer soit sur du physique, soit sur du digital. Enfin, c'est ce digital dont on parlait, et c'est des choses qu'on doit intégrer de manière globale quand on pense sa marque. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais nous dire sur cette omnicanalité? Nous, c'est vraiment maintenant devenu un mantra chez nous. C'est-à-dire, on réfléchit. C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'en fait, maintenant, on vit le physique comme une extension du digital. Et nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. Je veux dire, on est aussi avec des générations et des codes on est totalement Instagram, les réseaux sociaux, tout ça fait partie d'une stratégie de lancement de marque, et c'est très bien parce que ça force tout de suite à se poser les bonnes questions sur son positionnement. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on fait un produit, on imagine dans un lifestyle, dans un environnement, mais quand vous êtes obligé de le mettre sur Instagram, il ne faut pas juste mettre le produit, il faut le mettre en situation, il faut le mettre en scène, il faut montrer tout ce qui va autour. Donc je dirais, il y a déjà ce côté qui aide, à mon avis, à trouver les bons positionnements et à être plus fort dans son positionnement. Après, sur la partie business, évidemment, c'est comme tout le reste, l'omnicanalité, ça permet aussi de mesurer les risques et de ne pas avoir tout sur un canal. Moi, je raconte souvent cette anecdote, j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas, ou pas d'ailleurs, parce que c'était une rencontre intéressante. Moi, tout d'un coup, j'ai passé un job en chargé de com, voilà. Je reçois un CV de quelqu'un qui a lancé sa marque, une marque que je connaissais en plus, DMDB Total, le fondateur qui m'envoie un CV. Il faut quand même que je le reçoive. Ça m'intéresse de voir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il veut venir faire chargé de com chez WSN et autres. Il me dit, écoute Fred, c'est très simple, moi j'ai lancé ma marque, je vendais 300 t-shirts ou 300 suites par mois. Ça n'arrêtait pas de grossir et ça avançait. Et tout d'un coup, je ne sais plus quand, c'est en mars, je ne sais plus quelle année, changement d'algo sur les plateformes, et il passe à 10 ventes par mois. Donc, catastrophe. Et coût d'acquisition après trop fort. Donc, finalement, la marque a vivoté encore un petit peu, mais n'a pas pu continuer. Et je lui dis, donc, pourquoi tu viens chez WSN? Il me dit, parce qu'à un moment donné, quand j'étais en pleine expansion, je me suis posé la question, est-ce que je fais Who's Next? Est-ce que je fais pas Who's Next? Et mon modèle, il était tellement beau, finalement, que je me dis, je fais pas Who's Next. Et il me dit, si j'avais fait Who's Next à l'époque, je pense que là, ma marque, elle continuera à grossir parce qu'elle s'appuie quand même aussi sur les distributeurs, sur les détaillants. Et cette omnicanalité, c'est un mot, on le comprend bien dans notre parcours de client, mais c'est une réalité business et c'est une réalité de risque mesuré. Et à un moment donné, c'est aussi, quand vous passez chez des distributeurs, vous avez quelqu'un qui vous représente. Et c'est un marché qui finalement c'est d'ailleurs pour ça que vous lui donnez une marge conséquente pour qu'il puisse en vivre, mais c'est vous permettre de donner une assise à votre marque finalement pour qu'elle puisse continuer à se développer et se développer sur des modèles qui sont
sustainable en termes économiques cette fois-ci. Donc c'est en ça où l'omnicanalité est extrêmement importante. Et je clôture juste sur le fait que nous, on l'a pensé énormément dans CXMP, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur la plateforme finalement ce qu'on fait aussi sur les salons. Il y a une fonctionnalité qui est la fonctionnalité événement, où on va se servir de la plateforme pour aider à maximiser aussi ses chances de réussite sur le salon, avec la prise de rendez-vous, avec la visio, avec des échanges finalement, qui avant, nous, on était contraints. On avait ces 4 jours, même si on aimerait que ça dure des mois les salons, mais finalement, ça dure 4 jours. C'est un moment intense. Mais on a envie d'avoir ces usages ensuite dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'avoir communiqué avec un acheteur, avec un agent, via une visio sur une plateforme, c'est quelque chose, nous, qui en fait, maintenant, on réfléchit chacun de nos salons à se dire, OK, ça c'est important. Est-ce qu'on le met en physique? Est-ce qu'on le met en digital? Est-ce qu'on le met sur les deux? Toujours dans le but de continuer à pouvoir faire développer sa marque ou trouver le bon assortiment quand on est un détaillant. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que l'autre jour, j'ai vu justement sur YouTube, c'est Théolion de Kudak qui en parlait justement, c'est aussi du consulting, de la formation, elle accompagne les entrepreneurs dans leur développement. Et en fait, il parlait d'un terme, je trouvais ça très amusant, il n'appelait plus ça des DNVB, mais les OMVB. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça particulièrement malin de se dire, et justement, en s'appuyant sur le fait que Facebook changer d'algorithme, que iOS coupait ses paramètres de confidentialité. Et aujourd'hui, on peut plus justement, même les DNVB qui sont direct to consumer, qui sont digitales de base, ne peuvent plus juste se sécuriser avec leur modèle digital de base et qu'il faut ajouter des choses. Mais on peut rester digital. Sans être lié à l'acquisition et qu'il faut du coup désormais soit choisir des nouvelles plateformes comme des émergents, on va avoir les TikTok ou des Pinterest où il y a encore de la place, mais rester centré comme ton exemple sur un modèle Facebook fait que du coup tu es dépendant de Facebook. Sur n'importe quel modèle. Hein. Et au final, ta marge, tu la donnes à Facebook. Et du coup, autant peut-être la réfléchir différemment et penser à un réseau de distributeurs où ça va être. On a des métiers d'indépendants, hein. Ça c'est vraiment nous aussi. Il y a la création avec le côté indépendant que je défendrai toujours. Hein. Je veux dire, on est des boîtes à taille humaine, on fait vivre des gens localement autour de nous, et ça c'est extrêmement important, même dans le choix de business qu'on fait à un moment donné, parce qu'il n'y a pas que le côté environnemental qui est important, il y a aussi le côté sociétal et sustainable dans ce sens-là. Et je veux dire, moi quand je vois la plupart de nos créateurs et de nos marques, c'est des entreprises à taille humaine. La même chose pour nos détaillants, la même chose pour nous. On est des boîtes, voilà, on est le tissu économique qui fait vivre notre pays, et c'est méga important. Je veux dire, il y a tout cet enjeu derrière qu'il faut prendre en compte au moment où on choisit sa stratégie de marque et sa stratégie de développement. Et c'est en ça où maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a le choix. Ouais. Du coup, il nous reste 10 minutes, donc on va clôturer sur le dernier sujet, qui est celui d'apporter quelques conseils aux marques, notamment pour réussir leur lancement dans le wholesale. Donc, peut-être là-dessus, est-ce que toi, Émilie, est-ce que tu as des choses que tu peux apporter à nos marques qui nous écoutent? Et j'en profiterai pour te poser 2-3 questions sur Encore Store par la suite. Okay. On verra aussi de ton côté et on clôturera avec les dernières questions. Oui, ça va vite. Ça allait vite. Au début, je disais, on a le temps. Puis on fait, donc, on va faire les questions en parallèle là-dessus. Donc, tes conseils pour se lancer on l'annonce encore. Alors déjà, pour se lancer sur une marque, si je prends au B2B, et Vincent, évidemment, tu compléteras là-dessus, mais pour se lancer sur Encore Store, il faut savoir ce qu'est le wholesale. Et donc, c'est là où vos formations rentrent en jeu et sont hyper intéressantes. Nous également, on accompagne les jeunes marques, on a des outils là-dessus, mais comprendre, OK, quel est son positionnement, quelle est l'offre que je vais proposer, quel est le prix que je vais proposer, avoir des photos qui sont qualitatives. Donc là, j'en viens vraiment Encore Store et cette notion de plateforme, c'est hyper important pour une boutique qui va effectivement aller à travers toutes nos 20 000 marques que vous différenciez. Donc, ça passe par avoir des images qui sont qualitatives et surtout, on conseille entre 3 et 4 photos avec un par produit. Ouais. Il y a vraiment une notion importante sur l'image de la marque, vu qu'on ne peut plus la toucher. La seule chose qu'on a, c'est le visuel au final. Donc, il faut que les visuels soient travaillés au final. Ouais, et surtout le premier visuel qui, justement, soit le plus impactant. On a sur Encore Store, les marques ont la possibilité d'écrire un peu leur univers, donc il y a toute une partie où elles expliquent la création de la marque, le storytelling. Je pense que c'est hyper important de rester assez concis. On a parfois des marques qui nous écrivent des énormes romans, c'est hyper intéressant, mais je pense que voilà, le consommateur, le commerçant a besoin de comprendre l'univers rapidement. On a une bannière aussi qui est importante. Donc ça, c'est vraiment le premier
point. C'est un petit très marqué. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour réussir sur Encore Store, et ça, on est très très clair là-dessus sur Encore Store, si vous venez et que vous chargez vos produits et que vous ne faites absolument rien, c'est difficile de gagner en notoriété. Donc, il faut quand même être proactif sur la plateforme. Donc, j'en reviens aussi savoir faire du wholesale. C'est important de faire découvrir sa marque. Et donc là, nous, on a tout un système qui est mis en place qui est hyper attractif pour les marques, où en fait, on leur finance un chèque cadeau, un bon d'achat, qui est de 300 €. Donc, on leur finance ça. Et ça, ils peuvent l'envoyer à autant de boutiques qu'elles veulent en France ou à l'étranger. D'ailleurs, on va parler de la partie internationale aussi, c'est important. Et ça permet à une boutique de tester en fait leur marque avec 300 € de réduction directement appliquée à leur commande. Et la marque ne perd pas d'argent puisque c'est nous qui finançons. Et donc, ça nous permet aussi de grossir notre réseau de boutiques. Mais on a vraiment, j'ai des case studies de marques. Je pense à une marque qui s'appelle Jolie Baume avec qui je travaillais, qui a commencé voilà, assez petite sur Encore Store et qui avait une petite base de prospects qu'elle avait un fichier client finalement. Et elle a utilisé Encore Store comme levier pour aller convertir ces boutiques-là avec notamment ces 300 € et ça lui a permis de gagner en visibilité et progressivement d'avoir un vrai réseau wholesale qui est établi. Un autre point, et après, bon, ça c'est plus propre à aussi comment gagner en visibilité, mais on partager sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Appeler aussi, les marques qui appellent, elles font x5 en conversion. Les marques qui n'appellent pas, donc on a un outil. Ce que tu veux dire, c'est que tu peux pas juste y être. Non, voilà, et rien faire. Ouais. Il faut faire des belles photos. Voilà. Pour contacter les gens, envoyer des mails et même les appeler. C'est ça. Donc, même si on est sur une plateforme digitale, ça ne se passera pas tout seul. Évidemment, vous aurez des commandes. On a quand même énormément de commerçants qui se connectent tous les jours et à partir du moment où vous catégorisez bien vos produits, vous mettez des nouveautés, vous mettez dans les films. Bien sûr, il y a des commandes quand même qui tombent, mais les marques qui réussissent le mieux chez nous sont des marques qui ont vraiment intégré Encore Store comme un vrai levier aussi d'acquisition pour aller plus vite et grossir leur réseau wholesale rapidement. Et on a les équipes qu'il faut et le service qu'il faut pour les accompagner en ce sens-là. Juste une petite question en parallèle avant de passer à Frédéric. Ouais. Anne qui demande quelle est la quantité minimum par modèle qu'on peut proposer sur un ensemble. Est-ce qu'il y a des quantités minimum par produit? Alors, il n'y a pas de quantité minimum. Vous pouvez vendre à l'unité produit. Hein. Par contre, on a un minimum de commandes qui est de 100 € pour toutes les marques sur la plateforme. Et vous pouvez proposer des packs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on conseille, de proposer des packs de 2, 3, 4, 5 unités pour faire en sorte que votre visibilité de marque au sein chez le commerçant soit quand même assez établie. Mais il n'y a pas de minimum à proprement parler. C'est à vous. Ok. Et juste une dernière, au niveau du positionnement d'Encore Store, on demande justement est-ce qu'il y a des concepteurs qui sont pointus ou est-ce que c'est pas très généraliste ou mainstream à ce niveau-là? Parce que du coup, si je suis une marque avec un positionnement particulier, je veux me retrouver avec des créateurs nichés, est-ce que je vais trouver ma place dessus? Est-ce que ça se catégorise d'une certaine manière? Franchement, vous aurez vraiment tout et vous avez à la fois des concept stores assez reconnus, par exemple Flux qui passe commande régulièrement sur Encore Store. On est même approché par des plus grands magasins qui aussi se posent la question est-ce qu'on ne veut pas simplifier notre prise de commande en passant par Encore Store? On est en discussion aussi avec ces acteurs-là et ça passe aussi par des concept stores moins connus, locaux, qui veulent trouver des marques assez nichées. Donc nous, on n'a pas un positionnement vraiment marqué. Pour nous, on est un outil pour tous les indépendants, quels qu'ils soient, pour les aider à faire face aux géants de e-commerce. On est peut-être un peu moins luxe premium parce que on n'a pas, ce que je disais au début, des marques qui sont made to order et qui du coup amènent pas cette population de boutiques-là, mais je veux dire, voilà, on a vraiment tout. Ok. 2-3 mots, Frédéric, pour clôturer. Il nous reste 5 minutes. Toi, tes conseils pour une jeune marque? Ce que je dis à chaque fois, moi, c'est préparez-vous, préparez-vous, et on n'ose plus le dire, mais après, il faut savoir comment. Donc, voilà, j'allais le dire. Mais appelez-nous aussi. Ça fait 35 ans qu'on accompagne des milliers et des milliers de marques sur des événements qu'on en a vu naître. Nous, à chaque fois qu'il y a une marque qui nous contacte, on prend le temps de faire un rendez-vous avec elle, de la recevoir si elle veut, la caserne en plus, vous voyez. C'est très sympa quand il fait beau. On est là vraiment pour apporter tout le soutien
possible aux jeunes marques. On a parlé des petite tarifaire, mais à côté, on a des gens qui sont des passionnés et qui sont encore un œil, et Vincent en faisait partie, donc il sait qu'on prend vraiment beaucoup de soin à essayer de préparer au mieux le salon avec chacune des marques, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, parce que finalement, un salon qui réussit, c'est une réussite collective. C'est pas que nous, en tant qu'organisateurs, on peut faire la meilleure scéno, on peut faire la meilleure com possible, on ne vit que parce que à la fois nos marques et nos exposants communiquent sur le salon et préparent leur salon, et parce que nos visiteurs, pareil, font le déplacement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très collectif. Un salon qui marche, c'est un salon où tout s'est bien passé finalement. Et à la fin, le business profite à tout le monde. Les jeunes marques, c'est pas elles qui vont forcément ramener beaucoup d'acheteurs, mais elles vont apporter de la diversité ou beaucoup d'acheteurs qui sont justement fournis par les grandes marques. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment un écosystème. Et dans ça, nous, le conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à décrocher votre téléphone, on va passer nous voir et on vous expliquera tout ce qu'on sait et on partagera avec grand plaisir. Parfait. Je vous remercie déjà tous les deux de votre présence là-dessus. Et je vais essayer peut-être clôturer Vincent sur ces 4 dernières minutes qui me restent. Je te laisse la parole pour vous donner des conseils à toi et des conseils pour réussir aux marques. Et je mets juste une petite information à voir si vous êtes OK. Il y a quand même encore quelques questions sur le chat. Si éventuellement je peux vous les envoyer en parallèle et je ferai une petite newsletter avec des petites questions-réponses comme ça. Voilà, on pourra. Mais on ne fait pas ça toutes les semaines. C'est vrai que c'est sympa. On se retrouve avec plaisir en faisant ça. Alors, non, mais moi, mon conseil, je pense que je vais me rejoindre forcément, puisqu'on est tous liés, mais c'est vraiment préparer ces événements, préparer sa force de vente, puisque là, on parle de ça, hein, c'est du commercial. C'est justement ce qu'on va apporter dans la formation, c'est vraiment de vous donner tous les outils, comment construire une live sheet, qu'est-ce qu'il faut donner comme information pour les acheteurs, quels sont les délais de livraison. Et il ne faut pas oublier que le commercial, c'est vraiment le pilier de votre business, c'est ça qui va vous faire vivre et que c'est lié avec tout votre autre écosystème qui est la production. Si vous ne livrez pas à temps un détaillant, eh bien, il a moins de temps pour lui vendre et donc ça a moins faire de business, donc il risque de ne pas recommander. Il y a toutes ces choses à prendre en compte. Et c'est ce qu'on va vous apporter justement dans ce planning. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un calendrier qu'on va, et c'est comme ça qu'on l'a construit dans la formation, c'est vraiment de vous donner tout le calendrier commercial de à partir de quel moment je dois lancer une prospection. Je pense que l'un des conseils que tu as donné est primordial, c'est se connaître soi. Qu'est-ce que je suis comme marque? Quelle est mon identité? Quel est mon produit? Quel est mon niveau de gamme? Quelle valeur j'ai envie de donner à mon produit? Comment je le travaille sur un terme marketing. Et tout ça, c'est à partir du moment où vous saurez qui vous êtes, vous allez connaître qui est votre concurrence. Et les concurrents, c'est bien, il ne faut pas le voir négativement. C'est hyper important d'avoir de la concurrence, justement, parce que ça va vous dynamiser dans vos objectifs aussi. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir vous apporter sur la formation. Là, c'était vraiment top de pouvoir échanger avec vous parce que moi, je considère que les salons comme les plateformes sont vraiment des piliers et vous faites plein de choses, vous mettez plein de choses en place pour la jeune création. On va aussi parler de tout ça sur cette formation. Je disais tout à l'heure, il y a plein d'aides, que ce soit du gouvernement, etc. Il ne faut pas oublier qu'on est en France. Il y a sûrement aussi des gens. Plein de choses. Ouais, mais voilà, on est dans le pays de la mode. C'est un business hyper important. Les gouvernements ont envie que les marques partent à l'expatriation, on va dire, à être présents international. Pour l'image de la France aussi, c'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça, on va pouvoir l'aborder ensemble, on va pouvoir définir en fonction de vos idées. On n'est pas là pour vous transformer, on va être là juste pour vous donner des clés. Et après, on va essayer d'être les plus adaptables aussi par rapport à vous, vos idées, les plus personnalisables. Voilà. Pour avoir quelque chose de technique, et je pense que c'est ça qui manque, c'est de savoir comment je m'y prends, la théorie, mais aussi qu'on l'aborde ensemble. Là, il y a eu plein de questions qu'on n'a pas répondu aussi, on n'est pas rentré dans le surdétail au niveau des marges, mais ça, c'est quelque chose, justement, on va pouvoir faire des maths, si vous voulez. On va faire des calculs. Là, il n'y a pas de souci. Il y aura des exercices, on va vraiment donc ça sera dynamique, on peut faire un échange, et encore, c'était ce qu'on disait, c'est encore le lien. Si on fait ça aujourd'hui avec toi, Charlotte, c'est vraiment parce qu'on a envie de vous aider, on a envie de vous accompagner. Moi, c'est ce que je fais depuis 10 ans aujourd'hui. Je l'ai fait aux côtés de Who's Next et de Première Classe. Donc voilà, et je le fais autour d'autres sociétés. C'est accompagner, grandir avec vous et vous accompagner
dans votre entrepreneuriat. C'est parfait, regardez, 14 14h, heures pile. tout le monde. Ah, merci. Je suis ravie d'avoir fait cette première édition avec vous. Merci. Et on restera en contact du coup, pour la suite avec les participants. Je vous enverrai une petite newsletter pour vous donner les réponses aux questions qu'on n'avait pas pu répondre aujourd'hui. Et je vous donnerai toutes les infos sur la formation à venir. Donc le lancement, ce sera lundi prochain pour avoir toutes les infos. Merci les Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Salut.